1985 a été une année dévastatrice pour le renseignement américain, à tel point qu'elle a été surnommée l'année de l'espion. 14 Américains ont été arrêtés cette année-là pour espionnage, et ce n'étaient que ceux qui ont été attrapés. De la CIA, du FBI, de la National Security Agency et de la Marine, les institutions de renseignement américaines ont été complètement compromises. La majorité de ces hommes et femmes ont espionné pour l'Union soviétique. Le colosse communiste, à seulement 6 ans de sa chute, restait le plus grand ennemi et principal rival des États-Unis d'Amérique. C'est peut-être pour cette raison que quelqu'un comme le sujet de la vidéo d'aujourd'hui a réussi à passer inaperçu pendant plus de 3 décennies, espionnant au nom d'un géant endormi en Extrême-Orient. Il agissait dans l'ombre, fournissant à ses supérieurs des informations qui ont grandement aidé le Parti communiste chinois à identifier les traîtres et à orienter sa politique étrangère envers les États-Unis. C'était un érudit et un linguiste brillant. Il était discret et perçu comme un employé loyal et travailleur. Ce sont ces traits qui faisaient de lui, selon certains, l'espion parfait. Larry Wu Tai-shin s'est né Jin Wudai le 17 août 1922 à Pékin, dans une famille modérément aisée. Nous reprenons ensuite l'histoire en 1943, lorsque Larry, âgé de 21 ans, était étudiant à la prestigieuse université Yanqing, où il étudiait les langues et l'économie. Il était manifestement un bon étudiant et parlait déjà couramment l'anglais. C'est cette compétence et sa maîtrise de 3 dialectes chinois qui lui ont valu d'être recruté d'abord pour la mission militaire britannique, puis par l'armée américaine en tant que traducteur et interprète pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'il est retourné à l'université pour terminer ses études, son campus était devenu un foyer d'activité communiste. Le colocataire de Larry était un homme nommé M. Wang. Les 2 hommes passaient au dessin des heures, mais à discuter en profondeur de la politique du jour et de leurs perspectives de carrière future. Larry et M. Wang se retrouvaient sur un terrain d'entente dans leur tristesse face à la détérioration des relations sino-américaines. M. Wang suggéra à Larry d'utiliser ses talents linguistiques pour aider à rétablir la diplomatie entre les 2 pays. Si seulement quelqu'un pouvait aider à interpréter les attitudes américaines et à favoriser une meilleure compréhension entre les 2 grandes nations. Larry pouvait certainement être cette personne. À cette fin, M. Wang présenta Larry à un homme dont on lui avait dit qu'il était un officier de sécurité communiste chargé de surveiller les responsables américains. Après l'obtention de son diplôme universitaire, cet homme incita Larry à postuler au consulat américain de Shanghai. On lui a dit de simplement garder les yeux et les oreilles ouverts et de voir ce qu'il pouvait apprendre, et c'est exactement ce qu'il a fait. En 1948, Larry commença à travailler au consulat des États-Unis, où ses talents linguistiques lui valurent rapidement d'être nommé traducteur principal. L'année suivante, en 1949, il épousa sa première femme, Doris Chu, avec qui il aurait 3 enfants. En mai 1950, après la victoire des communistes sur le gouvernement nationaliste soutenu par les États-Unis lors de la guerre civile chinoise, Larry fut transféré à Hong Kong lorsque le consulat américain fut contraint de quitter la Chine continentale. Lorsque la guerre de Corée éclata le mois suivant, en juin 1950, Larry fut déployé par le département d'État américain pour travailler avec les services de l'armée américaine en tant que traducteur et interprète. Son rôle principal était d'assister lors des interrogatoires de prisonniers de guerre chinois, qui avaient été combattus aux côtés de l'armée nord-coréenne de Kim Il-sung. C'est pendant cette période que Larry commença à rencontrer un homme nommé Dr. Wang, à ne pas confondre avec l'ancien camarade de chambre de Larry à l'université M. Wang. Larry partageait des informations avec le Dr. Wang sur les interrogatoires de prisonniers auxquels il participait. Au début, les informations qu'il fournissait étaient très basiques, allant de la nourriture servie aux prisonniers à leurs conditions de vie et aux méthodes d'interrogatoire américaines. Au fil des semaines, Larry commença à fournir des informations plus personnelles sur les personnes interrogées. Il identifiait les prisonniers qui restaient loyaux à la Chine et ceux qui ne l'étaient pas. En conséquence, des milliers de personnes furent libérées des camps de prisonniers de guerre après la guerre. Se sont retrouvés dans des camps de prisonniers en Chine pour une rééducation idéologique. Un nombre inconnu d'autres ont été exécutés sur le champ.
La première récompense que Larry reçut pour avoir partagé ces informations prit la forme d'un paiement de 2000 dollars de Hong Kong. Cette somme, bien que modeste, a attisé son désir d'en obtenir plus. Larry est devenu un joueur compulsif et fréquentait les clubs de striptease les plus sordides de Hong Kong. Il avait des vices coûteux et il savait qu'il avait trouvé un moyen de les financer. Lorsque l'armistice de Corée a été signé en 1953, mettant fin au combattant de la guerre de Corée, Larry était prêt à passer à sa prochaine mission. Il a déménagé avec sa femme Doris et ses 2 jeunes enfants à Okinawa, au Japon, où il a pris un emploi au sein du service d'information sur les émissions étrangères des États-Unis, ou Foreign Broadcast Information Service. Opérant depuis la base aérienne de Kadena, le Foreign Broadcast Information Service était en réalité une division de la CIA et était principalement chargé de traduire les émissions de radio chinoises et d'autres médias en anglais. Le travail de Larry était crucial pour le renseignement américain car ces émissions étaient pratiquement la seule fenêtre dont disposait le monde occidental sur les intentions chinoises concernant des questions géopolitiques clés telles que la Corée et Taïwan. C'est pendant qu'il travaillait pour le Foreign Broadcast Information Service que la relation de Larry avec son agent de liaison, le Dr Wang, a pris fin. Remplaçant le Dr Wang, Ho Chi-Minh, un agent du ministère chinois de la Sécurité d'État, était connu de Larry uniquement sous le nom de Monsieur Ho. La position de Larry lui offrait un aperçu des sujets qui intéressaient le plus la CIA, à en juger par le contenu des émissions qu'il devait traduire. Même sans accès aux informations top secrètes. Les renseignements qu'il recueillait étaient d'une autre nature. Le genre qui permettait aux services de renseignement chinois d'évaluer le sentiment américain à l'égard des événements signalés en Chine continentale, armés de ces connaissances. Les Chinois pouvaient choisir de restreindre la couverture médiatique de certains événements, et des questions ou de diffuser de la désinformation sur ces sujets. Bien que cela ne semble pas très important, la collecte de ce type d'informations était une partie essentielle du renseignement chinois. La différence entre les méthodes et les objectifs. Les méthodes et objectifs du renseignement chinois diffèrent radicalement de ceux de l'Union soviétique et de l'Amérique. Là où les soviétiques et les Américains arrivaient comme un taureau furieux dans un magasin de porcelaine. L'approche chinoise était longue, lente et pernicieuse. Presque imperceptible, là où les Américains et les Soviétiques étaient brutaux et directs. Les Chinois étaient subtils et prudents. Les Soviétiques, comme leurs homologues américains, comptaient essentiellement sur un petit nombre d'individus, pour produire des renseignements très ciblés. Les Chinois, en revanche, opéraient en inondant l'Amérique de personnes issues de tous les horizons. Des étudiants et scientifiques aux hommes d'affaires et émigrés, les Chinois comptaient sur un grand nombre de personnes pour produire de petites quantités de renseignements. C'est cette approche prudente qui a permis à Larry d'opérer avec une relative facilité. Travailler depuis le Japon a présenté à Larry certaines difficultés qu'il n'avait pas encore rencontrées jusque-là. Il n'était plus à Hong Kong, où rencontrer son agent était peu risqué et où voyager vers la Chine continentale était facile. Les méthodes d'espionnage chinoises exigeaient toujours des rencontres en personne. Comme son travail avançait lentement, il rencontrait Monsieur Ho à Hong Kong au moins une fois par an pour une séance d'information. C'est ce qu'il fit pendant les 8 années suivantes, tout en vivant sur la base aérienne. Alors que les années 1950 touchaient à leur fin, Larry s'est vu offrir une nouvelle opportunité en Or. Il allait bientôt partir vivre aux États-Unis d'Amérique. En janvier 1961, Larry a été muté pour travailler au bureau du Foreign Broadcast Information Service à Santa Rosa, en Californie. Son travail restait essentiellement le même, traduire les émissions de radio chinoises en anglais selon les besoins en renseignements classifiés de la CIA. Larry continuait de transmettre des informations à ses agents de liaison, dont la véritable valeur pour les Chinois était de confirmer ou d'infirmer des renseignements qu'ils avaient déjà obtenus par d'autres sources. Étant donné que Larry opérait désormais depuis le cœur de l'Amérique, des mesures de précaution devaient être mises en place pour qu'il puisse continuer à agir en tant qu'espion. On lui a donné le numéro de téléphone d'un certain Monsieur Lee qui vivait à Toronto. Pendant qu'il continuait à se rendre à Hong Kong tous les quelques années pour être débriefé par Monsieur Ho, il était bien plus facile pour Larry de traverser la frontière non surveillée entre les États-Unis et le Canada pour livrer ses renseignements. Un autre de ses nouveaux contacts était un prêtre catholique vivant à New York, nommé Père Mark Chung. Si Larry se retrouvait compromis et devait partir rapidement,
Il devait retrouver le père Mark Chung dans le confessionnal de l'église de la Transfiguration. Larry avait divorcé de sa femme Doris en 1959 avant d'arriver en Amérique et avait entamé une nouvelle relation avec Joo Chin-yu, également connue sous le nom de Cathy, qu'il avait rencontrée alors qu'il travaillait au Japon. Larry et Cathy se sont mariés à Reno le 5 août 1963 et en 1965, Larry Chin est devenu citoyen américain naturalisé. Non seulement Larry était extrêmement compétent dans son travail, mais il était aussi charmant et populaire auprès de ses collègues. Sa connaissance de la culture et des normes sociales chinoises, ainsi que son expertise dans divers dialectes, faisaient de lui la personne de référence pour toute personne de la communauté du renseignement ayant besoin de communiquer en chinois. Il recevait toujours d'excellentes évaluations de performance. Pendant les 5 années suivantes, Larry a continué son travail pour le Foreign Broadcast Information Service à Santa Rosa. Lorsque la branche de la côte ouest a été fermée, Larry s'est vu offrir un poste au siège du Foreign Broadcast Information Service à Rosslyn, en Virginie. Au début des années 70, Larry se dirigeait vers le cœur du renseignement américain. C'est exactement là où ses responsables voulaient entendre qu'il soit, puisqu'il allait désormais devenir un employé à part entière de la CIA en tant qu'analyste et traducteur. Larry Chin a fait l'objet d'une enquête de routine mais approfondie sur ses antécédents. Aucune information n'a pu être tirée des 28 années qu'il a passées en Chine. Cependant, les 20 années d'histoire qui ont pu être découvertes de sa vie à Hong Kong et depuis son arrivée en Amérique n'ont rien révélé de suspect. Un test au polygraphe n'a également soulevé aucun signal d'alerte. Larry écoutait lentement alors que les questions lui étaient posées d'abord en anglais, puis traduites en chinois. Bien sûr, il pouvait comprendre les 2 langues. Il ne fallut pas longtemps avant que Larry obtienne une habilitation de sécurité top secret et qu'il s'installe dans son nouveau rôle en travaillant directement pour la CIA. Larry était responsable de la majeure partie des tâches de traduction pour les documents et communications en chinois. Pour faire son travail, il avait souvent un accès complet aux rapports de renseignement top secret des États-Unis. Il était capable de dresser le profil à la fois des officiers de la CIA avec lesquels il travaillait et des agents avec lesquels il communiquait à l'Est. Lorsqu'il traduisait des communications, Larry demandait l'âge, le sexe et le niveau d'éducation du destinataire. Le dialecte local et d'autres détails personnels, toutes ces informations, Larry les transmettait à la sécurité publique chinoise. Ces détails ont entraîné la compromission d'un nombre incalculable d'informateurs et d'agents américains. Nous ne pouvons que spéculer sur leur sort. Larry n'était que depuis quelques mois dans son nouveau poste lorsqu'un document top secret est arrivé sur son bureau. Un document qui allait non seulement déterminer son avenir en tant qu'atout le plus précieux de la Chine, mais aussi jouer un rôle dans la détermination du paysage géopolitique pour l'avenir immédiat. Pendant 20 ans, et depuis que le Parti communiste chinois avait pris le pouvoir, les portes de la diplomatie entre les États-Unis et la Chine étaient restées fermement closes. Lorsque Richard Nixon a prêté serment en tant que président des États-Unis en janvier 1969, les premiers signes d'un changement d'attitude ont commencé à apparaître. Nixon et son conseiller à la sécurité nationale, Henry Kissinger, préparaient secrètement une première mission diplomatique en Chine. Le rapport top secret que tenait Larry Wu-Tai-Chin détaillait ce qu'on appelait l'ouverture Nixon-Kissinger vers la Chine et les projets américains de visite dans le pays. Larry savait qu'il avait trouvé le jackpot. Il a rapidement photographié le rapport et a immédiatement contacté M. Lee à Toronto depuis une cabine téléphonique. Il s'est ensuite rendu au Canada via New York, où il a remis la microfiche contenant le rapport secret. Cette pellicule de microfilm a été renvoyée en Chine, développée et imprimée, et a finalement atterri sur le bureau de Mao Zedong lui-même. En 1971, quand Kissinger a entamé les discussions pour la visite du président américain en Chine, les Chinois prévenus des intentions des États-Unis étaient réceptifs. Le 17 février 1972, le président américain Richard Nixon est descendu de l'Air Force One à l'aéroport de Pékin, la main tendue. Plus tard, Nixon déclara qu'en serrant la main de Zhao Enlai, le premier ministre du Parti communiste chinois, une ère prenait fin et une autre commençait. Le voyage de Nixon fut un triomphe. Il affirma même que cette semaine avait changé le monde. La restauration des relations entre les États-Unis et la Chine servit également un double objectif, entendant les relations de la Chine avec l'Union soviétique. L'espionnage de Larry Chin dans cette affaire a eu pour résultat de renforcer les relations américano-chinoises, un objectif qui l'avait poussé à s'impliquer dans l'espionnage dès le départ.
De retour en Chine, Larry était considéré comme un héros pour son rôle dans l'avancement des relations sino-américaines. Pendant les 9 années suivantes, Larry a poursuivi son travail d'espionnage, se rendant régulièrement à Toronto et parfois à Hong Kong pour rencontrer ses agents de liaison et transmettre davantage d'informations. Au total, Larry Chin a reçu environ 180 000 $ américains du gouvernement chinois pour son travail, ce qui équivaut à environ 1 200 000 $ américains aujourd'hui. Ce deuxième revenu a ouvert tout un nouveau monde à Larry. Les restaurants chers, les vacances, les femmes et les jeux d'argent étaient à l'ordre du jour. Ces deux derniers étaient l'inventé des vices auxquels Larry ne pouvait pas résister. Il a continué à fréquenter les clubs de striptease et a perdu d'énormes sommes d'argent aux tables de blackjack dans les casinos d'Atlantic City et de Las Vegas. Il a néanmoins réussi à garder cet aspect de sa vie personnelle essentiellement secret pour son employeur. Il était discret avec sa richesse. Et lorsque qu'un collègue remarquait qu'il vivait au-dessus de ses moyens, il parvenait à expliquer cela comme des gains au casino. Ce qu'il ne perdait pas au casino, Larry Chin l'investissait dans l'immobilier, amassant ainsi un portefeuille immobilier d'une valeur de 700 000 $ américains, couvrant Baltimore, Washington et Las Vegas. Il détenait également un compte bancaire à Hong Kong, dans lequel il avait mis de côté un pécule de 200 000 $ américains. Après une longue et illustre carrière, Larry a pris sa retraite de son poste à la CIA en janvier 1981. Il a reçu la médaille du renseignement pour ses services rendus à son pays. Au fil des décennies, il n'a pas informé ses contacts chinois qu'il avait pris sa retraite, car il voulait conserver son statut d'agent précieux à leurs yeux. Il continuait à faire des voyages à Hong Kong, où il transmettait les informations qu'il parvenait à obtenir en restant en contact avec ses anciens collègues. Il appelait ses anciens camarades de bureau et amis, soi-disant pour prendre des nouvelles, mais en réalité, il cherchait à savoir qui travaillait dans quel service et qui était affecté à quelles affaires. Le 4 février 1982, Larry a pris une décision qui allait précipiter sa chute. Il s'est envolé pour Pékin afin d'assister à un banquet organisé en son honneur pour son travail au service du renseignement chinois. Il a été nommé chef adjoint de bureau honoraire au ministère de la Sécurité publique. Il a ainsi rejoint les rares personnes décorées par les deux camps, dans une guerre de renseignement. Il a également reçu une prime de départ de 40 000 $ américains. La vie était belle pour Larry Chin, mais il ignorait qu'un fonctionnaire du ministère chinois de la Sécurité publique travaillait secrètement avec la CIA en tant qu'informateur. Cet homme était sur le point de faire défection aux États-Unis et de révéler la longue carrière d'espionnage de Larry. Nommé de code Plansmission le code Plansman par la CIA, Yu Changchong était un transfuge, un défecteur qui a pris contact avec les États-Unis de son propre chef pour offrir ses services. Les volontaires de ce type sont toujours traités avec circonspection en raison du risque élevé d'une opération de leurre. Et les détails entourant la décision de Yu Changchong de trahir son pays restent un peu flous. Les spéculations sur ses motivations vont du désenchantement politique à l'appât du gain. Alors qu'il était encore en Chine, Yu Changchong a averti la CIA de la présence d'une taupe chinoise au sein des services de renseignement américains. Il ne connaissait pas le nom de l'homme, mais il a déclaré que la taupe s'était envolée pour Pékin en février 1982. La CIA a passé 6 mois à évaluer cet avertissement, ne voulant pas impliquer le FBI si ce n'était pas nécessaire et, bien sûr, ne voulant jamais admettre qu'elle pouvait avoir un espion dans ses propres rangs. Ce n'est que le 28 septembre 1982 que la CIA a déterminé qu'il y avait probablement une part de vérité dans cette affaire et n'a transmis l'information au FBI qu'à ce moment-là. C'est ce jour-là qu'un rapport est arrivé sur le bureau de l'agent spécial du FBI, R.C. Smith. Pratique pour la CIA, le rapport indiquait que la taupe se trouvait probablement au FBI ou dans l'armée. L'agent Smith a réuni son équipe en prévision d'une vaste chasse à la taupe, confiant l'enquête à l'agent spécial Tom Carson. Carson a créé un nouveau dossier nommé Sujet inconnu, signifiant sujet inconnu, dû au manque d'informations. Il n'allait exclure personne du champ de son enquête, certainement pas l'ensemble de la CIA sur la seule base de leur dire. Tout ce qu'il savait, c'est que le suspect était un homme chinois qui s'était rendu à Pékin pour rencontrer ses maîtres espions et être honoré lors d'un banquet. La dénonciation de Yu Changchong contenait 2 inexactitudes majeures qui ont lancé les enquêteurs du FBI sur une fausse piste pendant près d'1 an.
Yu a déclaré que l'espion avait pris un vol Panam pour Pékin et qu'il était actuellement employé au sein des services de renseignement, un compte Dorson Ames américain. En réalité, Larry Chin avait récemment pris sa retraite, mais les services de renseignement chinois ne le savaient même pas, et il avait voyagé sur la compagnie nationale chinoise Administration de l'aviation civile de Chine, pas sur Panam. L'agent spécial Tom Carson a rapidement établi qu'aucun vol Panam n'était parti pour Pékin le 6 février. Il a néanmoins passé des semaines à fouiller les registres de la compagnie aérienne, sans succès. Une fois qu'il s'est rendu compte que ses efforts étaient vains, le FBI a décidé d'élargir ses recherches en écoutant des heures de conversations téléphoniques enregistrées lors de la surveillance de l'ambassade de Chine aux États-Unis. En janvier 1983, l'agent spécial Tom Carson était presque désespéré. Puis dans la tête allait tomber sur un enregistrement d'une conversation téléphonique datant du 5 février 1982. C'était juste un jour avant les dates auxquelles leur taupe s'était envolée pour Pékin. L'appel avait été passé par un responsable chinois à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy à l'ambassade de Chine. Il a appelé son bureau pour les informer que son vol pour la Chine était retardé en raison d'une tempête de neige. Aucun employé fédéral américain n'aurait jamais été autorisé à prendre un vol sur une compagnie aérienne chinoise, mais si le vol avait été organisé par les services de renseignement chinois, eh bien, il était tout à fait possible que la taupe ait été sur ce vol en particulier. Carson n'a pas pu obtenir la liste des passagers du vol de la Administration de l'aviation civile de Chine, mais l'indication de Plainsman disait aussi que la taupe était rentrée aux États-Unis le 27 février 1982. En vérifiant les registres de vol, il a vu que le vol 983 de la Administration de l'aviation civile de Chine avait atterri à l'aéroport international de San Francisco à la date en question. Il a rapidement demandé la liste des passagers aux douanes. Parmi les noms figuraient 4 passagers qui étaient citoyens américains. Mais un nom à consonance chinoise en particulier se démarquait des autres. L'adresse fournie par ce passager se trouvait dans une banlieue de Washington qui abritait une grande communauté de fonctionnaires fédéraux. Une recherche dans la base de données du FBI a révélé que ce passager avait été vérifié et disposait d'une habilitation de sécurité. Carson a immédiatement contacté la CIA pour vérifier s'il s'agissait de l'un de leurs employés. Non, ont-ils répondu, mais il l'a été jadis. Bien que tout soit circonstanciel, les preuves désignaient Larry Wu Tai-chin comme étant le suspect. Il est alors devenu le principal suspect du FBI. Tom Carson et son équipe ont immédiatement commencé à passer au peigne fin chaque document qui avait jamais atterri sur le bureau de Larry au cours des 3 décennies où il a travaillé pour la CIA. Pourtant, il n'a rien trouvé. Il n'y avait absolument aucune preuve directe indiquant que Larry avait agi en tant qu'agent double. Si Larry Chin avait encore été employé par la CIA, le plan aurait été de le mettre à l'épreuve, de placer des caméras cachées dans son bureau, de lui fournir des informations falsifiées auxquelles personne d'autre n'avait accès, puis de voir si ces informations se retrouvaient entre les mains des Chinois. Bien sûr, avec la retraite de Larry, cela n'allait pas être possible. Sans être pris sur le fait, enquêter puis poursuivre Larry Chin allait être une tâche très difficile. Il a donc été décidé que la meilleure option du FBI serait de tenter d'attirer Larry à nouveau dans le giron en tant que consultant. Malgré une belle récompense offerte pour ses services, Larry a refusé après qu'on lui ait dit qu'il devrait passer un autre test au détecteur de mensonges pour rétablir son habilitation de sécurité. Son excuse était qu'il était trop occupé par son travail avec son alma mater à l'université Yenchen. Le FBI n'avait alors d'autre choix que d'attendre et d'observer. Le 13 avril 1985, un mandat a été accordé au FBI pour installer une surveillance téléphonique et des micros dans l'appartement de Larry Chin. Pendant les 2 années suivantes, 2 agents spéciaux du FBI, parlant couramment le chinois, ont écouté toutes les conversations de Larry Chin. Ils ont inspecté le courrier de Larry Chin pour identifier d'éventuels contacts grâce aux adresses de retour et aux cachets postaux, mais leur mandat ne les autorisait pas à ouvrir son courrier. En écoutant ces conversations téléphoniques, les enquêteurs ont découvert une facette plus sombre et jusque-là inconnue de l'homme adoré par ses collègues et supérieurs américains. Larry Chin avait fréquemment des échanges téléphoniques à connotation sexuelle avec des femmes qu'il surnommait ses nièces. Sa conduite était tellement mauvaise que les enquêteurs du FBI iraient jusqu'à décrire Larry Chin comme un salaud lubrique. Un jour, un incident s'est produit entre Larry Chin et une adolescente dans la buanderie du complexe résidentiel où il vivait.
Cela a conduit à une accusation d'agression contre Larry, qui a ensuite été abandonnée. Suite à cela, la famille Shin-Chin a déménagé de leur domicile vers un autre appartement. Cela signifiait que le FBI devait redemander un mandat, ce qui a entraîné un retard de quelques semaines dans l'enquête, et il n'a pas fallu longtemps avant que Larry ne se retrouve à nouveau dans des ennuis. Il aurait attrapé une ado en vélo près de lui. Aucune accusation n'a été retenue suite à cet incident. Finalement, le FBI pensait tenir une piste lorsqu'ils ont entendu Larry Chin parler à une femme de Chicago, lui demandant d'apporter la machine. Les agents ont été déçus d'apprendre que Larry Chin décrivait un jouet sexuel. Et non pas un gadget qu'il comptait utiliser pour commettre un acte d'espionnage. Le mariage de Larry Chin avec sa deuxième épouse était sur la sellette. Cathy connaissait ses escapades sexuelles et essayait activement de l'empêcher d'être infidèle. À une occasion, Larry a poussé Cathy au sol lorsqu'elle a tenté de l'empêcher de partir en voiture pour rejoindre sa maîtresse. Suite à ces problèmes conjugaux, Larry Chin a déménagé dans un appartement voisin. Le FBI a de nouveau dû demander un mandat de surveillance, ce qui a retardé l'enquête de quelques semaines supplémentaires. En juin 1983, le FBI a reçu un tuyau d'agents de terrain indiquant que Larry Chin prévoyait un voyage à Hong Kong, puis à Macao. Il était sûr de vouloir rencontrer son agent de liaison chinois, donnant au FBI l'opportunité de le prendre sur le fait. Les difficultés inhérentes aux opérations de renseignement américaines en Chine communiste ont fait que la demande de Tom Carson de suivre Larry Chin à Hong Kong a été refusée par la CIA. Le FBI a néanmoins suivi Larry Chin jusqu'à l'aéroport de Dulles et a intercepté ses bagages alors qu'il passait par le traitement des bagages avant d'être chargé dans l'avion. En fouillant dans le sac, le FBI n'a rien trouvé d'inhabituel, à l'exception d'une clé mystérieuse marquée de caractères chinois et du numéro 533. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une clé pour la chambre numéro 533 de l'hôtel Changmin à Pékin, un lieu connu pour être un point chaud d'activité de renseignement. Mais la clé seule ne constituait pas une preuve irréfutable. En conséquence, le FBI était impuissant à empêcher Larry de quitter les États-Unis. L'opération Griffe d'Aigle était en train de s'arrêter. Pendant 2 ans, les enquêteurs avaient en cherché sans pouvoir trouver de preuves directes que Larry Wu Tai-Chin avait commis un acte d'espionnage. Avec leur source principale, Plainsman en sécurité aux États-Unis après sa défection, le FBI a décidé qu'il fallait confronter Larry Chin. On espérait que les enquêteurs pourraient exercer suffisamment de pression sur Larry pour qu'il avoue. Une équipe d'interview a été constituée et des agents du FBI ont frappé à la porte de Larry Chin le 22 novembre 1985. Ils ont demandé une conversation amicale avec lui au sujet d'une possible fuite vers les services de renseignement chinois, que ce soit par curiosité ou par orgueil. Larry a accepté de laisser les hommes entrer pour répondre à leurs questions. Assis à sa table de salade mangée, Larry est resté impassible lorsqu'on lui a dit que la taupe avait été active au sein de la CIA pendant les années 70 et les années 80. Les questions posées par les agents ont suscité peu de réactions. Ils ont donc décidé de mettre la pression. Au risque de compromettre des années de travail et d'enquête, ils ont tout mis sur la table. Avant que Larry ne lui dise qu'il savait pour ses voyages à Toronto et à Hong Kong, et qu'il savait qu'il était un espion, la réaction initiale de Larry fut le déni. Mais lorsque les agents du FBI lui ont parlé de la clé de la chambre d'hôtel numéro 533, des fissures commencèrent à apparaître dans l'attitude confiante de Larry. « Comment puis-je savoir que vous ne bluffez pas ?» aurait-il demandé aux agents du FBI, qui ont alors joué leur dernier atout. Ils ont dit à Larry qu'il savait pour son précédent voyage à Hong Kong, en septembre 1983, où il a rencontré Ho Chi Minh et avait demandé 150 000 $ américains, pour l'aider à régler les affaires de son divorce avec sa femme Cathy. En entendant cela, Larry Chin sut que son heure était venue, il n'y avait qu'une seule autre personne au monde qui connaissait ces détails, et il prit soudainement conscience que son agent de liaison, M. Ho, avait soit été compromis, soit avait fait défection aux États-Unis. Il savait qu'il n'avait aucune chance de s'échapper et décida donc de coopérer avec les enquêteurs. L'opération Griffe d'Aigle s'est achevée avec succès le 23 novembre 1985 avec l'arrestation de Larry Wu Tai-Chin. Les services de renseignement américains étaient très embarrassés. Larry Chin était une autre taupe démasquée lors de l'année désastreuse de 1985, celle du sommet.
Il était essentiel pour les procureurs d'État américains que Larry Chin soit traduit en justice, et rapidement. Entre le 4 et le 7 février 1986, l'affaire de Larry a été entendue devant la Cour fédérale d'Alexandrie, en Virginie. L'une des principales accusations contre Larry était qu'il avait espionné pour la Chine pendant la guerre de Corée, selon les procureurs. Il s'agissait là d'un acte clair qui avait porté atteinte à la sécurité nationale des États-Unis en pleine période de conflit militaire. Des Américains mouraient et Larry espionnait. Pour sa défense, Larry Chin a témoigné qu'il avait transmis des informations classifiées au Kuomintang, aux Chinois uniquement dans le cadre d'une mission personnelle visant à surmonter la paranoïa chinoise et à aider à réconcilier les différences historiques entre la Chine et les États-Unis. Cela n'allait jamais suffire comme défense. Sur la base de ses aveux et des preuves présentées au procès, le jury a déclaré le sexagénaire coupable de 17 chefs d'accusation d'espionnage, d'évasion fiscale, de conspiration et de non-déclaration de transactions financières et d'or à l'étranger. Larry Wu Tai-Chin a été condamné à une peine stupéfiante de 133 ans de prison et à une amende de 3 300 000 $ américains. Confronté au reste de sa vie derrière les barreaux, le 21 février 1986, Larry Chin s'est suicidé dans sa cellule. Il s'est étouffé avec un sac en plastique qu'il a serré autour de son cou à l'aide de ses lacets. Une source de la CIA a déclaré plus tard que, lors d'une visite du consul chinois, Larry s'était vu dire que tant qu'il mourrait sans révéler aucun de ses secrets, sa famille serait prise en charge. Avant sa fin prématurée, Larry se préparait à un débriefing complément avec la CIA, mais ce débriefing n'a jamais eu lieu. Une évaluation exhaustive des dégâts n'a pu être effectuée. Et les services de renseignement américains n'ont jamais pu établir l'étendue complète des dégâts que Larry ait pu causer, alors que Larry Chin avait peut-être commencé son parcours d'espionnage plusieurs décennies plus tôt avec un objectif naïf. De servir de médiateur entre les États-Unis et la Chine, ses nobles ambitions sont vite passées au second plan. Face à son désir de richesse, cet épisode a servi de réveil brutal pour les services de renseignement américains sur la menace d'espionnage de la Chine communiste. Étant donné l'accès que Larry Chin avait aux renseignements bruts dans le cadre de son travail, la CIA et le FBI ont dû supposer qu'il n'y avait presque rien que les Chinois n'avaient pas vu. Cela a changé les priorités des agences de renseignement américaines, réalisant qu'elles avaient trop longtemps négligé la Chine, étant trop concentrées sur les dégâts sur le bloc soviétique. À l'aube du nouveau millénaire, l'espionnage chinois contre les États-Unis a rapidement éclipsé le sommet des efforts de collecte soviétiques pendant la guerre froide, et ainsi de nouvelles lignes de front ont été tracées, préparant le terrain pour une nouvelle forme de guerre du renseignement. Merci.